y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors on remercie Marie-France Garot qui passe pas souvent à la télé, mais quand elle passe c'est pas pour rien dire, hein. Donc ça fait du bien d'entendre un petit peu l'historique de l'Union Européenne et puis ce qui nous attend demain bien sûr, hein, avec le traité transatlantique, etc. On passe au sommaire de cette émission. On va parler d'infos internationales, on va parler d'économie et on va parler de santé environnement. Alors accrochez bien vos ceintures parce que ça va bouger aujourd'hui et on y va. On attaque les infos internationales et on va parler de la Syrie. Tout d'abord avec Israël qui pousse les États-Unis à reconnaître l'utilisation d'armes chimiques de la part du gouvernement syrien. Alors le général Itai Brun, chef de la division recherche et analyse du renseignement militaire israélien, a conforté cette thèse devant une conférence de l'Institut d'études sur la sécurité nationale de Tel Aviv. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de convaincre totalement Obama et son administration, qui restent pour l'instant sur leur position, à savoir de ne pas se laisser entraîner dans le conflit et de miser sur la carte diplomatique. Donc la stratégie israélienne sur ce coup-là, qui veut nous faire croire que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques sur sa population, n'a pas l'air de fonctionner complètement. Alors par contre, moi j'ai un petit reportage de la part de Russia Today que je vais vous faire voir, et qui nous fait voir qui utilise véritablement des armes chimiques sur des gens aujourd'hui. D'accord ? Regardez. First it was the bullets, then the tear gas, and now this. It's probably the worst smelling substance you will ever smell in your entire life. You stink, you bad people. I don't have a home. It stinks. You made it smell. I have nowhere to go. I can't even see my son. You sprayed him. Developed by Israeli security forces, this foul-smelling liquid is used to disperse Palestinian demonstrations, and it's proving to be pretty effective. If it hits you in the eyes, it could be painful and it could cause redness, and if swallowed, it can cause stomach problems. It's important to state that this material has never been used against Israeli Jews in only Jewish demonstrations. It's the answer to a years-old search by the Israeli military for an alternative to tear gas to control crowds. The skunk is an anti-riot means that we employ in order to live up to our philosophy of containing riots at a safe distance while also ensuring the safety of everyone involved. But those on the receiving end claim it's being used as collective punishment. It's sprayed not at stone throwers, but generally simply at people participating in non-violent marches, and very often is that the skunk is sprayed at homes, at gardens, at people who are not participating at all in any demonstration. Take Atala Tamimi, for example. He shows me the damage to his house from the so-called skunk. His wife was forced to throw their 2-year-old daughter from an upstairs balcony to safety below after the windows of her bedroom shattered. The Israeli forces come from this side and the sewage car stops there. It starts spraying while at the same time the soldiers throw the tear gas on the houses. Every Friday it's usual to see clashes here in the West Bank village of Nabi Saleh between Israeli soldiers and Palestinian demonstrators.
Villagers claim a nearby Israeli settlement is being built on their land. As you enter Nabi Saleh, this is the sign that welcomes you. Dozens of tear gas canisters that have been collected just over the past few months. A stark reminder of the excessive force the Israeli army uses against this small village. It remains unclear what's actually inside the liquid. This water's very dirty and has a very bad smell. Once, we left the house for 3 weeks because of it. It's water-based and it has various ingredients that create a very pungent smell, but it is household ingredients as well. Whatever it is, the one thing both sides agree on, you would not want to be sprayed with it. Paul Islia, RT, Nabi Saleh in the West Bank. Alors comme cette stratégie n'a pas véritablement fonctionné, Israël en a adopté une autre en frappant carrément la Syrie le 5 mai dernier. Donc ils ont prétexté qu'il y avait des armes en partance pour le Hezbollah pour frapper les Syriens. Alors ça, il faut pas perdre de vue que comme la Syrie et l'Iran, ils ont un pacte de défense commun depuis 2006, ça veut dire que si Israël frappe la Syrie, il se peut très bien que l'Iran soit entraîné dans la guerre. Autrement dit, ça c'est par exemple vraiment un coup tactique parfait de la part d'Israël. C'est complètement dégueulasse, mais c'est le coup parfait quoi. Donc tout ça, ça pourrait enclencher un conflit avec d'un côté bien sûr la Syrie et l'Iran, et bien sûr l'Israël qui va demander de l'aide des États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est en vertu de ce pacte de défense de 2006 qui relie la Syrie et l'Iran, mais en tout cas, l'Iran a répliqué à Israël, après les frappes donc, en déployant des militaires supplémentaires en Syrie pour aider Bachar el-Assad. Selon les renseignements occidentaux, plus de 1500 hommes auraient été déployés en Syrie. On continue avec la Syrie et avec une vidéo qui a fait le tour du monde. Alors on va pas trop en parler parce que tout le monde l'a vu bien évidemment. C'est un des chefs des rebelles, Khalid al-Ahmad, qui mutile un cadavre de soldat syrien, lui prend son cœur et le croque. Sympa ça, hein, dire que ces gens-là qu'on arme et qu'on aide. Et évoquant les Alaouites, la minorité issue du schisme à laquelle appartient le président Bachar el-Assad, le rebelle de confession sunnite a affirmé « Nous les égorgerons tous ». On continue avec la Syrie et on continue dans l'horreur. Alors une nouvelle vidéo fait le tour du web. Cette fois-ci on voit des insurgés du front Al-Nosra qui exécutent 11 Syriens accusés d'avoir pris part à des massacres imputés aux forces de Bachar el-Assad. Les 11 hommes sont qualifiés de soldats apostats et leur bourreau, le visage couvert d'une cagoule noire, affirme dans cet enregistrement qu'ils ont été condamnés par un tribunal islamique. Alors les condamnés sont agenouillés, les yeux bandés et sont exécutés d'une balle à l'arrière du crâne. Et à chaque détonation, les islamistes brandissent les drapeaux noirs en criant « Allah est grand ». La Syrie encore et toujours, avec une explosion à la frontière entre la Turquie et la Syrie, c'était le 11 mai dernier. Alors selon les précisions du ministre turc de l'Intérieur, Muammer Güler, 2 voitures ont explosé, l'une devant l'hôtel de ville et l'autre devant le poste de Realni. Et on compte environ 40 morts et plus de 100 blessés. Alors pendant qu'Israël met de l'huile sur le feu et tente d'entraîner les États-Unis dans la guerre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue américain John Kerry se sont entretenus à Moscou pour inciter le régime syrien et les rebelles à trouver une solution politique au conflit, ainsi qu'à encourager l'organisation au plus vite d'une conférence internationale sur la Syrie. Et ils ont déclaré « Nous nous sommes mis d'accord pour que la Russie et les États-Unis encouragent le gouvernement syrien et les troupes d'opposition à trouver une solution politique. » Voilà qui est un petit peu plus sage que d'aller en guerre. Alors toujours en parlant d'Israël, de la Russie et des États-Unis, le président russe Vladimir Poutine a rappelé la position russe concernant les livraisons de missiles sol-air S-300 à la Syrie lors d'entretiens avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite en Russie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a fait savoir que Moscou ne projetait pas de nouvelles livraisons militaires à la Syrie, de plus que celles qui étaient prévues dans les contrats en vigueur. Pendant qu'Israël pousse à la guerre en Syrie et frappe la Syrie, ils utilisent toujours la même tactique de toute façon pour détourner un petit peu l'attention parce que à côté de ça, Israël a approuvé la construction de 296 nouveaux logements dans la colonie de Beit El en Cisjordanie, tout en tentant de rassurer les États-Unis qui s'efforcent de relancer les négociations avec les Palestiniens gelées depuis septembre 2010. Ah oui, ça c'est vrai que ça va faciliter les négociations.
Alors, ensuite, Israël, toujours, avec 30 000 à 40 000 bédouins du désert du Negev qui pourraient être déplacés. Là aussi, le gouvernement veut développer de nouvelles localités juives, dont certaines doivent être érigées dans les ruines de ces villages des bédouins. Alors hop, tout le monde, 30 000, 40 000 mecs dehors, s'il vous plaît. Et enfin, pour terminer avec Israël, 5 avions militaires israéliens ont pénétré l'espace aérien libanais et survolé plusieurs régions du pays, en violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On reste dans la même région du monde et on va parler de l'Iran. L'Iran qui a créé un drone capable d'échapper à la surveillance radar. C'est ce qu'a annoncé l'agence iranienne l'IRIB. Toujours en Iran, une explosion a été entendue pas loin de la capitale iranienne, Téhéran, dans une usine de recherche et de stockage de missiles. Alors ça c'est quand même incroyable, comme les usines d'armes explosent facilement en Iran quand même, hein. On parle maintenant de l'Afghanistan un petit peu, puisqu'on apprend que les États-Unis veulent finalement laisser en permanence 9 bases militaires là-bas en Afghanistan. Le président afghan Hamid Karzai a déclaré « Si les Américains nous garantissent la sécurité et le développement économique, nous acceptons de signer cet accord. » Ah oui, c'est vraiment une marionnette des Américains, ce Karzai. En tout cas, pour les Américains, il faut bien veiller à ne pas perdre la main sur le pétrole de l'Asie centrale, qui passe par l'oléoduc afghan, et aussi à ne pas perdre la main sur le commerce du pavot, qui permet de financer les opérations de la CIA dans la partie du monde, n'est-ce pas? Un petit mot sur la Tunisie, où on apprend que ces dernières semaines, les forces tunisiennes pourchassaient 2 groupes armés djihadistes près de la frontière algérienne, où les mouvements extrémistes connaissent un essor inquiétant. Or, il apparaîtrait que ces djihadistes sont des vétérans du Mali. Un petit mot sur le conflit dans la péninsule coréenne, puisque la situation tendait à se calmer un petit peu. La Corée du Nord a montré ses muscles, maintenant elle s'est un petit peu calmée. Et bien de nouveau, la Corée du Nord a dénoncé une grave provocation après l'arrivée au large de la Corée du Sud d'un groupe naval de la marine américaine conduit par le porte-avions Nimitz pour de nouvelles manœuvres. Un petit mot sur la Russie où Ryan Christopher Fogel a été arrêté pour espionnage et a été qualifié de persona non grata. C'est ce qu'a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères. Je cite, « La Russie déclare Ryan Fogel persona non grata et réclame qu'il regagne au plus vite son pays. De telles actions provocatrices, dignes de la guerre froide, sont loin de contribuer au renforcement de la confiance réciproque. » On va parler des États-Unis, d'Obama et de toute son administration, et il y a pas mal de choses à en dire. Alors d'abord le Tea Party, vous savez c'est ce mouvement politique en Amérique qui est souvent décrit comme extrémiste on va dire. Eh bien il a été harcelé par le fisc américain. Alors une enquête a été ouverte pour déterminer si l'administration fiscale américaine avait enfreint la loi en ciblant des groupes conservateurs. Ça c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice. Il a déclaré, je cite, « J'ai ordonné l'ouverture d'une enquête. Le FBI travaille avec le ministère de la Justice pour voir si la loi a été violée dans l'affaire liée à l'IRS. » Voilà pour le Tea Party. Ensuite, il y a eu aussi cette affaire des journalistes de l'organisation Associated Press. Vous savez, c'est un petit peu le pendant de l'AFP en France, on va dire. Eh bien, ces journalistes auraient été espionnés. L'Associated Press a dénoncé une intrusion massive et sans précédent du département de la justice américaine qui aurait secrètement saisi 2 mois de relevés téléphoniques de certains journalistes. Cette intrusion a été révélée par le ministère lui-même qui, dans un courrier daté du 10 mai, a informé l'agence de la saisie de 20 lignes téléphoniques lui étant assignées en avril et en mai 2012. Les motifs et les arguments juridiques du procédé n'ont pas été spécifiés. Et enfin, dernière affaire aux États-Unis, c'est les failles sécuritaires de l'attaque de Benghazi. Alors ça, c'était, vous savez, le 11 septembre 2012. En Libye, il y a eu la mort d'un consulat américain ainsi que 4 autres personnes, il me semble. Et à l'époque, le département d'État avait alors reconnu des ratés en matière de sécurité. Alors son ancienne chef de file, Hillary Clinton, avait pour sa part dit assumer la responsabilité des conséquences de l'attentat, sans admettre la moindre faute personnelle. Or, sur la base de rapports et d'auditions, les républicains de la Chambre des représentants dénoncent désormais la responsabilité du plus haut niveau du département d'État dans des failles de sécurité à Benghazi. Les demandes de sécurité supplémentaires faites par le poste diplomatique en Libye auraient été rejetées. Ce que les médias français ne disent pas, alors ça c'est dans un article du Monde, mais ce que les médias français ne disent pas, on n'en a absolument pas entendu parler et vous entendrez sûrement pas parler du tout,
c'est que les échanges d'emails entre les différentes agences a été rendu public. Il s'avère que ces emails ont été retouchés, voire réécrits, voire effacés, enfin des morceaux effacés par les officiels US eux-mêmes pour masquer le fait que des signes faisaient état de multiples attaques sur les intérêts étrangers à Benghazi les jours avant l'attaque du consulat américain. Voilà, avec ces 3 affaires-là, notre prix Nobel de la paix aux États-Unis englué dans des problèmes. Donc on n'entend pas trop en ce moment s'exprimer sur les problèmes internationaux. On parle maintenant de la cyberattaque, ou de la cyberdéfense, c'est selon. Alors tout d'abord pour dire que dans un rapport du Pentagone rendu public le 6 mai dernier, le département de la défense américain accuse directement la Chine de perpétrer des attaques contre ses services. Les accusations porteraient jusqu'à présent plutôt sur des attaques ciblant les entreprises privées. Alors ça c'est plutôt drôle parce que quelques jours après on apprend que le gouvernement US dépense chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars dans des opérations de piratage informatique de manière à exploiter les vulnérabilités des ordinateurs de ses adversaires. C'est rigolo ça, non ? Alors on démarre la partie économie maintenant, et on démarre avec Bruno Boulefcade qui vient de fêter 1 an de grève devant la Société Générale à Lons-le-Saunier d'abord et à Paris. Alors demain, le samedi 18 mai, un rassemblement de soutien est organisé à Paris à partir de 14h devant l'Arche de la Défense. Alors je pense qu'il y aura du monde là-bas. Salut Bruno. Oui, bonjour David. Excuse-moi, je te dérange ou quoi? Non, il y a du monde devant la banque, ça circule, dire c'est pas toujours évident. Bon, on vient de fêter tes 1 an devant la banque, enfin fêter c'est un bien grand mot. Dis-moi dans quel état d'esprit t'es en ce moment? Si tu veux, je reprends le moral parce que j'ai beaucoup de monde avec moi, tous les réseaux sociaux sont mobilisés, on a distribué 12 000 tracts, puis on voit que l'affaire prend de l'ampleur et que tout le monde se sent concerné, quoi. Si tu veux, moi j'étais la colle et les maillons se forment, et puis c'est en train de faire une chaîne, quoi. D'accord. Et dis-moi pour ce rassemblement demain, est-ce qu'il y aura des médias de masse, j'allais dire? Oui, ils seront obligés de venir, hein, parce que bon, on attend plus de, ça fait 2000, 3000 personnes, ils seront obligés de venir, hein, dans tous les cas. 3000 personnes, ils ne peuvent pas en causer. Mais bon, il faut savoir que le rassemblement demain, il n'y a aucun parti politique. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Juste une marche? Une marche, déjà, ils vont tous venir avec des gilets de sécurité, hein, les gilets jaunes, symbole. Je veux dire, une marche, non, je pense pas, ça va être un rassemblement. Bon, en tout cas, on attend du monde, ça va bien se passer, j'espère pour toi, j'espère pour les autres, et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Si tu veux, moi, l'action que je vais faire demain, c'est une première pierre qui va être posée, quoi. Je te dis pas que ça va changer les choses, mais bon, on aura déjà fait un premier pas contre les abus bancaires. Je sais pas si t'es reparti pour 1 an supplémentaire, mais bon, tu vas m'obliger à devoir remonter à Paris pour venir te voir. Je t'ai dit, David, je serai peut-être pour une quatrième fois, je mettrai jamais un genou à terre. Ok, alors je remonterai à Paris pour venir te voir, d'accord? Ok, merci à toi. Hein, écoute, on te soutient, hein, et puis bon rassemblement demain, et puis bonne chance à toi. Un grand merci à tous, puis tous ceux qui me soutiennent. Merci bientôt. David. Ciao. Au revoir. Ciao Bruno. On continue l'économie en parlant des prix de l'essence et la Commission européenne qui enquête sur la fixation des prix pétroliers. En effet, un producteur d'éthanol hongrois a alerté la Commission européenne sur le rôle de l'agence Platts dans la fixation des prix pétroliers, contribuant ainsi à inciter la Commission européenne à lancer une enquête auprès de 3 grandes compagnies pétrolières, Shell, BP et Statoil. L'exécutif européen a déclaré qu'il suspectait les groupes concernés d'avoir passé des accords anticoncurrentiels touchant à la soumission de prix à Platts, leader mondial de l'information sur les prix pétroliers. Il craint que les sociétés concernées se soient entendues pour transmettre à Platts des informations faussées sur les prix afin de manipuler les prix publiés de certains produits pétroliers et biocarburants. La Commission européenne soupçonne par ailleurs un abus de position dominante, empêchant l'émergence de nouveaux participants, toujours dans l'optique de fausser les prix publiés. On parle de France Télécom. Alors vous savez, vous vous rappelez, avec la vague de suicides à France Télécom, il y a quelque temps, on s'est beaucoup demandé à quoi ceci était dû. La pression, le boulot, la hiérarchie, le mal-être des gens. Eh bien, une note interne datant de 2006 a été rendue publique dans laquelle Didier Lombard, alors PDG de France Télécom, fait part de sa stratégie de réduction de postes dans l'entreprise en termes éloquents. Je cite: « Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé, c'est notre seule chance de faire les 22 000 salariés en moins.
Il faut bien se dire qu'on ne peut plus protéger tout le monde. En 2007, je ferai des départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le chômage maintenant, alors on compte plus de 73 millions de chômeurs à travers le monde, selon le Bureau international du travail. Ce qui fait donc 3,5 millions de jeunes au chômage en plus à travers le monde depuis la crise de 2007. Ça c'est un beau chiffre. On continue et on parle des retraites. Alors la retraite à 65 ans, ça sera bientôt une réalité, car non seulement l'Union européenne pousse la France à aller vers cette décision-là, mais le MEDEF aussi pousse. On continue avec la dette française et le joli tableau du gouvernement qui donne le coût par an pour la France des plans d'assistance financière de l'Union européenne. Ceci est exprimé en milliards d'euros et vous le voyez apparaître sur votre écran. Alors le désendettement de la France est en route selon le gouvernement. Alors oui, avec tout ça, c'est sûr qu'on y croit. On continue toujours avec la loi sur l'emploi. Alors je vous en ai parlé dans le numéro 26 des infos dont on parle peu. Mais cette fois-ci, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi a été définitivement adopté par le Parlement après un ultime vote au Sénat. Donc les sénateurs ont approuvé la dernière version du texte par 169 voix contre 33. Donc on peut dire adieu au CDI. Et tout ça sans manifestation de la part des gens. De toute façon, les gens, on leur a tellement lavé le cerveau avec la télé, etc., que de toute façon, ils ne peuvent même plus réagir. Une autre information qui donne un petit peu des cheveux blancs encore, c'est à propos des allocations familiales en France. Alors désormais, tout parent algérien installé en France pourra toucher des allocations familiales au titre de ses enfants nés en Algérie qui décideraient de le rejoindre. Et même, précise la Cour de cassation, réunie le 7 avril dernier en assemblée plénière, si les enfants en question ont pénétré en France en dehors de toute procédure de regroupement familial. Donc, ce qui s'applique naturellement, alors d'abord aux enfants de pères polygames, puisque les autres peuvent, depuis l'institution du système en 1976, bénéficier du dit regroupement. Résultat des courses, les hommes ayant épousé plusieurs femmes dans leur pays vont pouvoir, sans contourner la loi française, comme ils le faisaient jusqu'à maintenant, ils vont pouvoir financer légalement le séjour en France de leur descendance. Alors pour appuyer sa décision, la Cour de cassation évoque le principe de non-discrimination, inhérent à la jurisprudence européenne, laquelle interdit depuis les années 1980 aux États de réserver à leurs seuls nationaux le bénéfice de prestations démographiques spécifiques. Alors on continue, toujours la France, toujours l'Union européenne, et l'Union européenne qui a offert, entre guillemets, un délai supplémentaire de 2 ans à la France pour ramener son déficit à 3% du PIB. Mais cela ne se fera pas sans contrepartie. Alors Monsieur Rehn, le commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, a indiqué qu'il attendait du mouvement dans 3 directions. La réforme des retraites, donc je vous en ai parlé, le marché du travail et une plus grande libéralisation des services et des biens. Il faut dire qu'en matière de privatisation, les différents gouvernements connaissent un rayon. Regardez. Des aéroports, un casino, des centrales nucléaires, des stations balnéaires, une loterie, un constructeur automobile et bien d'autres encore. L'État français est aujourd'hui actionnaire dans 70 entreprises ou organismes publics. Un vrai businessman, à la fois entrepreneur et investisseur. Depuis 2003, son portefeuille est géré par l'APE, l'Agence des participations de l'État. Et dans tous ces placements, il y a 2 grandes catégories. D'un côté, les participations au sein de sociétés cotées en bourse. Cela concerne une douzaine d'entreprises et l'État est majoritaire au capital de certaines comme EDF, Aéroports de Paris ou encore GDF Suez. Sur les marchés, ces actions représentent plus de 63 milliards d'euros. Une petite cagnotte bien tentante en temps de crise. Sauf que ces placements remplissent les caisses de l'État chaque année grâce aux dividendes. Prenons EDF. Si l'État décide de vendre 14% des actions qu'il possède, il pourrait alors empocher près de 5 milliards d'euros. Jolie somme. Mais il devrait aussi tirer un trait sur plus de 330 millions d'euros annuels de revenus, ce qui pourrait manquer sur le long terme. De l'autre côté du portefeuille se trouvent les participations au sein de sociétés non cotées, mais qui rapportent également 200 millions d'euros de dividendes en 2011, rien que pour la SNCF. Or, pour récupérer des fonds, l'État pourrait être tenté d'ouvrir le capital de ces entreprises publiques, c'est-à-dire d'en vendre une partie, bref, de privatiser. Et ce n'est pas nouveau.
En 1986, Jacques Chirac, tout juste Premier ministre, suit la mode lancée 10 ans plus tôt par Margaret Thatcher en Angleterre. TF1, le secteur bancaire de nombreuses industries. La privatisation est massive et elle continue sous tous les gouvernements de droite. Mais le champion en la matière est à gauche. Avec entre autres France Télécom, Air France ou Aérospatiale, Lionel Jospin a vendu pour 31 milliards d'euros d'actifs de l'État, contre seulement 13 milliards d'euros pour Jacques Chirac et 26 milliards d'euros sous l'ère Balladur-Juppé. En temps de crise, privatiser apporte donc de l'argent frais. Mais cela fragilise parfois les entreprises. Le Fonds stratégique d'investissement, créé en 2008 pour aider les sociétés en difficulté, l'a montré. Parmi celles qu'il a secourues, un grand nombre avait été privatisées 20 ans plus tôt. Et la boucle est bouclée. Une autre information à propos de l'Union européenne, et c'est José Manuel Barroso qui a déclaré « L'Europe fédérale sera réalité dans quelques années ». Ok, alors on continue avec le régionalisme et la disparition des États-nations. Alors on avance tout doucement dans cette direction. Alors on a appris que des sites internet en .paris et .bzh vont bientôt voir le jour, l'autorisation ayant été donnée par l'organisme chargé de réglementer les noms des domaines internet. Le Tupac maintenant, vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines dans cette même émission. Le Tupac, vous savez, c'est deux lois qui vont pouvoir permettre à l'Union européenne d'avoir des regards plutôt sur les budgets nationaux. Eh bien, ce Tupac a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 13 mai dernier. Donc voilà, la France et les autres pays européens qui perdent encore plus de leur souveraineté. La France est officiellement en récession, d'après l'INSEE. Alors, la France a fait moins 0,2% de son PIB au premier trimestre 2013 et une consommation en berne, moins 0,1% au premier trimestre 2013 aussi. En 2012, le pouvoir d'achat a diminué de 0,9%. Donc cette diminution, un record de 30 ans. Mais ça n'empêche pas les clowns de l'Elysée de maintenir leur prévision d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. On leur souhaite bon courage et surtout rendez-vous à la fin de l'année pour le bilan. On continue avec l'économie, on va parler un petit peu des banques espagnoles, puisque l'assainissement du secteur bancaire espagnol est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase décisive, car les nouvelles règles fixées par les banques centrales vont probablement forcer les établissements du crédit à reconnaître de nouvelles créances douteuses. Ça va être sanglant cette histoire. Alors, les analystes et banquiers estiment que les règles dévoilées vont peser sur les résultats et réduire les dividendes, ce qui obligera certaines banques à céder des actifs ou à envisager une fusion. Quant à l'État, il pourra être contraint d'injecter plusieurs milliards d'euros supplémentaires dans le secteur. L'État, c'est nous, entre parenthèses. Donc on imagine que, on parle de l'Espagne, mais qu'en est-il des banques françaises ? J'imagine que ces règles, c'est pour toutes les banques européennes. Donc il va falloir s'apprêter à repayer de nouveau pour renflouer nos banques. On continue avec l'Espagne, où on apprend que 39 167 habitations ont été saisies au cours de l'année. Plus de la moitié d'entre elles ont été remises aux banques de manière volontaire par leurs propriétaires, tandis que 14 165 ont nécessité l'intervention de la justice, avec dans 355 cas le besoin de recourir à la force publique. Le Conseil général du pouvoir judiciaire avait indiqué en mars que 75 605 ordres d'expulsion avaient été exécutés par la justice en 2012, soit 16,7% de plus qu'en 2011, qui était déjà une année record. On continue avec l'Espagne, et cette fois-ci c'est Jeremy Warner, un journaliste économique au journal britannique The Telegraph. Se basant sur la dernière étude du FMI, il déclare l'Espagne insolvable. Alors si l'économie espagnole continue sa chute, le déficit public sera à 110,6% du PIB en 2018 contre 84,1% actuellement. Alors puisque l'Allemagne est un des derniers pays européens qui arrive à peu près bien se porter, eh bien les Allemands comptent 1,08 million de personnes, dont 966 000 étrangers qui ont immigré en 2012. C'est le nombre le plus élevé depuis 1995. Donc selon l'Office général de la statistique, l'immigration a augmenté de 13% par rapport à 2011. Et la plupart des immigrés étrangers viennent de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie. Donc il n'est pas question ici de les renvoyer chez eux puisque c'est l'Union européenne et qu'ils ont le droit d'aller où ils veulent. On attaque la partie santé et environnement maintenant. Alors tout d'abord en parlant des rouges à lèvres, puisque des chercheurs de l'université de Californie de Berkeley ont analysé 32 rouges à lèvres et gloss disponibles dans les pharmacies et les grands magasins américains.
Ils ont ainsi détecté 9 métaux lourds, dont le plomb, le cadmium, le chrome et l'aluminium, tout ceci considéré comme cancérigène ou toxique pour le système nerveux. On parle de bananes maintenant, puisque la préfète de Guadeloupe, Marcelle Pierrot, vient à nouveau d'autoriser par dérogation l'épandage massif par voie aérienne de fongicides réputés extrêmement toxiques et dangereux pour l'homme et l'environnement sur une partie des plantations de bananes. La raison invoquée est purement économique, lutter contre la cercosporiose noire, un champignon parasite qui s'attaque aux feuilles de bananier. On continue avec la malbouffe et on va parler des saumons suédois cette fois-ci, puisque des sociétés suédoises ont exporté près de 200 tonnes de saumon interdits en raison de leur taux de dioxine. Ces poissons pêchés en mer Baltique entre 2011 et 2012 ont été interdits à l'exportation par l'Union européenne depuis 2002. Stockholm autorise sa vente tout en mettant en garde les consommateurs contre les éventuels dangers. Du coup, certains pêcheurs ont choisi de vendre leurs produits illégalement, en majorité à la France. Alors, est-ce que la population a été avertie de cette histoire de saumon à la dioxine? Est-ce que nous avons été mis en garde par notre gouvernement ou quelqu'un? Eh bien non. C'est un véritable scandale. On va parler des vaccins. Alors, une équipe de chercheurs japonais est parvenue à modifier génétiquement un moustique pour qu'il diffuse un vaccin lorsqu'il pique une souris. Son principe, les moustiques modifiés génétiquement par l'homme transmettraient aux individus qu'ils piquent le vaccin contre cette même maladie. Et chaque nouvelle piqûre, loin de s'avérer dangereuse, viendrait renforcer la défense immunitaire de la personne piquée. On parle des gaz de schiste maintenant et de l'extraction. Alors la société Chimera Energy Corp serait en train de travailler sur une technologie complètement nouvelle permettant l'extraction d'huile de schiste sans besoin de fracturation hydraulique. Cette technologie ne se baserait que sur des composants inertes, non toxiques et non caustiques. Alors ce serait de l'hélium, gaz rare et inerte, qui serait utilisé dans la section horizontale du procédé d'extraction. La perforation serait, elle, pneumatique et non hydraulique. Pour terminer cette vidéo, on va parler du nucléaire. Alors on a 3 infos sur le nucléaire. La première, à Tsuruga au Japon, un des 2 réacteurs d'une centrale nucléaire, actuellement à l'arrêt, est situé sur une faille géologique active. Alors ça c'est quand même ballot de se rendre compte de ça maintenant. Si le boulot avait été fait avant, on aurait pu ne pas faire cette grosse et grave erreur. Alors deuxième info à propos du nucléaire, cette fois-ci c'est en Turquie puisque la Turquie va construire sa 2e centrale nucléaire. La première avait été construite sur le site de Akkuyu, situé à seulement 25 km d'une faille sismique. Alors déjà ça, si c'est pas crétin, je m'y connais pas. Et la 2e centrale nucléaire turque, qui est confiée au groupe Areva et au japonais Mitsubishi Heavy Industries, sera située à Sinop. Alors déjà, on entend plusieurs organisations s'inquiéter des risques sismiques. Bon, alors de plus, cette centrale sera une centrale nouvelle génération et sera composée de 4 réacteurs type EPR. Bon, alors on marche vraiment sur la tête. Et enfin, dernière information à propos du nucléaire, la Belgique autorise GDF Suez à redémarrer 2 centrales nucléaires. Donc ces 2 centrales étaient arrêtées depuis de longs mois suite à la découverte de micro-fissures sur leur cuve. Alors ces 2 réacteurs sont donc exploités par GDF Suez et vont redémarrer. Alors le réacteur d'OL3 en Flandre avait été mis à l'arrêt en juin 2012 et Tihange 2 en Wallonie en septembre. Des milliers de micro-alvéoles avaient été réparés sur leur cuve grâce à de nouvelles techniques. Wow, ça fait un peu peur quand on dit ça a été réparé avec des nouvelles techniques. Enfin bon. Alors, l'Agence fédérale de contrôle du nucléaire a mené de longues investigations avec l'aide d'experts belges et internationaux. Ça aussi, ça fait peur. Toujours les experts, faut s'en méfier. Et ils sont pas toujours à l'unisson, c'est ce qui est marqué en tout cas. Et le jeudi 16 mai, elle a présenté les conclusions de son rapport au ministre de l'Intérieur en charge de la sûreté du nucléaire. L'agence fédérale se prononce pour un redémarrage des 2 réacteurs, les micro-alvéoles ne présentant, selon elle, plus aucun danger. Et on termine cette vidéo, comme d'habitude, avec notre nouvelle rubrique, une date dans la mondialisation. Alors je suis rejoint aujourd'hui par Lisandro. Salut Lisandro. Salut capitaine. De quoi va-t-on parler cette semaine? Alors aujourd'hui, on va voir la création de la Fabian Society, qui a été créée en janvier 1884. Elle a été créée à Londres et c'est un think tank.
Alors, on connaît davantage les think tanks comme le Bilderberg, on y sera d'ailleurs très prochainement, petite info pour les auditeurs, ou la commission trilatérale. Pourtant, la Fabian Society va elle aussi avoir un rôle prépondérant dans la promotion du mondialisme. Alors, la Fabian Society, elle tire son nom d'un chef de guerre romain qui s'appelle Quintus Fabius Cunctator, qui a utilisé une technique militaire à l'époque lente et progressive pour venir à bout du terrible Hannibal Barca. Ça, c'était pendant la Seconde Guerre punique, on est alors à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, oui. Alors la Fabian Society, c'est historiquement, c'est pour ça que c'est important de le rappeler, c'est pour ça que j'ai choisi cette date, c'est historiquement le premier laboratoire d'idées au monde, ce qu'on appelle aujourd'hui un think tank. Son but était, et bon en définitive elle l'est toujours, de promouvoir le socialisme à travers l'étude des travaux, comme par exemple ceux de Karl Marx ou de Proudhon pour le 19e et un peu le 20e. Elle défend l'idée d'une société dénuée de classe sociale où l'État-providence et les lois du marché géreraient tout, en gros. Et c'est progressivement que la Fabian Society souhaite imposer cette vision des choses à la manière du chef de guerre romain Fabius Cunctator. Alors parmi les membres de ce think tank, c'est toujours intéressant de voir ça, on compte d'éminents écrivains très connus comme par exemple George Orwell, Aldous Huxley et Oscar Wilde. Il y a un autre écrivain qui a fait fort, je parle de Wells, qui a développé cette idéologie dans certains de ses ouvrages. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Open Conspiracy, paru en 1928, dans lequel il prône un État mondial sans classe, contrôlant tout. Il a fait encore plus fort, puisqu'en 1940, il publie un ouvrage au titre très évocateur de « Le Nouvel Ordre Mondial », tout simplement. Ça a le mérite d'être très clair. Clair, voilà. Clair et net. Alors, outre les écrivains, bien sûr, dans les think tanks, on a l'habitude de voir des hommes politiques, beaucoup d'hommes politiques anglais dans celui-là, notamment du Parti travailliste. Et ce think tank a à son actif la création de la London School of Economics en 1885, qui est une des écoles d'économie les plus prestigieuses de Londres, dans lesquelles ont étudié, entre autres, un certain John Kennedy et un certain George Soros. Intéressant. Et enfin, pour finir avec cette date, je vais vous proposer une petite citation que j'ai trouvée sur Wikipédia, donc je me suis dit, qui définit le but recherché par la Fabian Society dans l'avenir. Alors, je cite, « La société se propose d'analyser les défis que la mondialisation et les changements sociaux posent au Royaume-Uni et au reste des pays industrialisés. Elle veut, à travers ses études, participer à l'élaboration des idées politiques et des réformes qui permettront d'y répondre d'une façon progressiste au XXIe siècle. » Merci Sandro. Je t'en prie, à plus tard. À très bientôt pour une nouvelle date. Bientôt. Ciao à toi. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Merci à vous pour votre attention. Merci à tous pour vos informations. Merci pour vos soutiens. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez informés. À très bientôt. Ciao.